Hein? Oui, Oui. c'est lancé. C'est lancé. Alors, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous reprenons ce matin l'examen de nos avis sur la seconde partie du projet de loi de finances 2025, avec cette fois-ci l'avis consacré aux entreprises, pour lequel notre commission a désigné comme rapporteur, et nous le remercions, rapporteur pour avis, monsieur Xavier Albertini. Je rappelle que cet avis ne couvre pas l'ensemble de la mission économie, dont plusieurs volets ont déjà été abordés. Donc, il s'agit ici du programme 134 intitulé Développement des entreprises et régulation. Donc, je rappelle, c'est quand même une enveloppe qui s'élève à 2,5 milliards, qui couvre des actions, et vous en parlerez plus longuement, des actions cruciales pour le bon fonctionnement de l'économie et les services de proximité. Je pense à l'autorité de la concurrence, la DGCCRF, la mission de développement territorial de la Poste, mais aussi des organismes comme l'Institut national de la consommation ou le CREDOC, qui évidemment jouent des rôles indispensables dans l'action publique. Et je les cite parce qu'on les oublie souvent, mais où parfois leur contribution est décriée, alors qu'en réalité, elle est cruciale. Voilà. Je précise que la commission est saisie aussi de 3 amendements dans le cadre de cet avis, 5 amendements, et que nous voterons ensuite sur l'ensemble des crédits examinés dans le cadre de la mission économie. Pour mémoire, la mission devrait être examinée en séance publique le 5 novembre prochain, l'après-midi et le soir. Je cède donc la parole à notre rapporteur pour avis, M. Xavier Albertini, pour débuter la discussion générale dans les conditions habituelles que vous connaissez, avec, vous allez nous le dire, une part notable de votre avis qui est consacrée au pôle de compétitivité. Merci. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues, bonjour à toutes et à tous. Permettez-moi, en propos liminaire et avant de vous rendre mon avis, de saluer tout particulièrement Monsieur John Haoui, qui est à mes côtés, qui a contribué largement à l'organisation de l'ensemble des auditions et également à la rédaction de ce rapport. Je tenais à le remercier, ainsi que l'ensemble des membres de cette institution. Mes chers collègues, l'avis budgétaire que nous examinons ce matin porte sur les crédits et emplois du programme 134 intitulé « Développement des entreprises et régulation ». Dans l'ensemble, la programmation budgétaire pour 2025 se caractérise par un recentrage du champ des interventions et une diminution des crédits. En l'occurrence, les autorisations d'engagement demandées s'élèvent à un peu plus de 2,457 milliards d'euros et baissent de 519 millions d'euros par rapport à 2024. Les crédits de paiement atteignent pour leur part 2,457 millions, soit un montant en baisse de 198 millions. Mais il faut replacer ces chiffres dans une perspective, dans un contexte à périmètre constant. Le programme 134 conserve un niveau de financement supérieur et en progression, tant sur le plan des autorisations d'engagement, plus 6,78%, que sur celui des paiements, des crédits de paiement, plus 7,84%. Le plafond d'emploi du programme connaît lui-même un ajustement limité, avec un effectif maximal autorisé de 4 582 équivalents temps plein. Par rapport à l'exercice en cours, la baisse se limite à 15 ETP. Elle se répartit entre la Direction générale des entreprises, moins 10 ETP, et la DGCCRF, moins 5 ETP. La programmation budgétaire pour 2024 comporte ainsi un plafond d'emploi pour la Direction générale des entreprises actualisé à 1 222 ETP contre 1 229 en LFI 2023. L'évolution du plafond d'emploi peut être considérée comme cohérente avec l'exécution en cours. Ainsi, le programme 134 prend toute sa part, mais rien que sa part, à l'indispensable effort de redressement des finances publiques. Je ne pourrai entrer dans le détail de la programmation, mais je me tiens à vous présenter 3 conclusions au regard desquelles j'estime qu'elle présente un caractère pertinent. En premier lieu, la programmation pour 2025 assure le juste financement de la compensation carbone dont bénéficient les industries électro-intensives. Dans le cadre de l'action 23, les crédits affectés à ce dispositif se montent à 1,51 milliard, en baisse de 23 millions d'euros. À l'évidence, cette somme apparaît cohérente avec les aléas qui affectent la budgétisation de la dépense, qui reste tributaire de la consommation électrique des entreprises et de l'application du droit européen. Par ailleurs, et c'est une nouveauté, la programmation pour 2025 comporte une ligne de financement pour la décarbonation de l'industrie de 50 millions d'euros. Le dispositif aurait vocation à soutenir la réalisation par les entreprises d'investissements susceptibles de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Dès lors, le resserrement ou la suppression de certains financements ne saurait conduire à minorer l'importance de l'aide apportée à nos entreprises dans un contexte exigeant pour les comptes publics. Ainsi que le montre le rapport pour avis, ces dispositifs ont souvent été rattachés au programme 134 pour des motifs circonstanciels et leur objet n'appelle pas nécessairement, au moins dans ce cadre, l'inscription de nouveaux crédits. En second lieu,
La programmation pour 2025 garantit le fonctionnement du service postal universel de l'exercice des missions d'aménagement du territoire confiées à la Poste. En effet, elle maintient le niveau des ressources allouées au service postal universel à hauteur de 500 millions d'euros. Elle reconduit le financement de la mission d'aménagement du territoire de la Poste avec 105 millions d'euros. Pour le reste, les évolutions qui peuvent affecter les concours apportés au financement d'autres opérateurs ou de soutien public restent mineures. Il en va ainsi pour l'Agence nationale des fréquences. Sa dotation retrouve le niveau qui était le sien en 2023, en conséquence du retrait des moyens qui nécessitaient les missions accomplies pour la bonne tenue, en particulier des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. En revanche, la programmation devrait permettre le franchissement d'une nouvelle étape dans la mise en place futur filtre national de cybersécurité, dit filtre anti-arnaque. Je rappelle que le Parlement avait posé le principe de la création de cet outil au travers de la loi SREN. En dernier lieu, la programmation pour 2025 maintient globalement la dotation des autorités administratives indépendantes et des services ministériels chargés de la régulation et de la sécurisation des marchés économiques, ainsi que la protection des consommateurs. En crédit de paiement, elle prévoit ainsi d'allouer 25,36 millions d'euros à l'ARCEP, 25,67 millions d'euros à l'autorité de la concurrence, 262,76 millions d'euros à la DGCCRF. Ces crédits couvrent-ils les charges de fonctionnement et l'exercice des missions ? Si j'emploie le terme de revalorisation modeste, c'est qu'effectivement la question des moyens se pose. Je ne peux ici que renouveler le constat établi par notre collègue Philippe Bolo en 2023. À des degrés divers, l'ARCEP, l'autorité de la concurrence et la DGCCRF se trouvent confrontés à un défi, celui de l'adéquation entre, d'une part, l'élargissement progressif des compétences et des objectifs qui leur sont alloués, et d'autre part, le rythme et la progression de leurs crédits et de leur personnel. Aussi, j'estime que les pouvoirs publics doivent aujourd'hui s'assurer de leur capacité à répondre aux enjeux que soulève l'évolution de leur domaine de compétences. À cet effet, je défendrai tout à l'heure un amendement portant une demande de rapport au gouvernement en ce qui concerne la DGCCRF. Sous cette réserve, j'appelle à l'adoption des crédits du programme 134. J'estime en effet que la programmation pour 2025 mobilise utilement des ressources et des dispositifs utiles à notre économie sans sacrifier l'avenir et le bon usage des deniers publics. C'est d'ailleurs dans cet esprit que j'ai choisi de concentrer la seconde partie de mon avis à l'examen du devenir des pôles de compétitivité à l'heure de la régionalisation. Le dispositif fêtera, vous le savez, ses 20 ans d'existence en janvier 2025. Il se trouve à la croisée des chemins compte tenu du renforcement du poids des régions en matière de développement économique. Les réponses ne vont pas de soi, mais des travaux que j'ai pu mener se dégagent quelques enseignements. Le premier d'entre eux est que le dispositif possède aujourd'hui une grande maturité et contribue à la structuration des écosystèmes. D'une part, la gouvernance des pôles de compétitivité fondée sur un statut associatif favorise une participation large et relativement équilibrée de l'ensemble des acteurs. D'autre part, la sociologie des pôles de compétitivité favorise une bonne intégration au tissu économique. Le dispositif rassemble actuellement 18 500 entreprises et plus de 2 000 laboratoires et établissements d'enseignement supérieur. La représentation de chacune des catégories d'adhérents au pôle de compétitivité peut varier assez sensiblement. Néanmoins, le nombre des adhérents durables ou occasionnels continue de croître et le renouvellement des effectifs marque une certaine fidélisation des adhérents. Au-delà, le maillage du territoire présente une certaine rationalité. Les 55 pôles de compétitivité se déploient à l'échelle de l'Hexagone. Il en existe en outre des implantations en Guadeloupe et à La Réunion. Les pôles constituent une émanation des tissus productifs et d'écosystèmes qui, sans nécessairement être organisés, préexistaient. De surcroît, la géographie actuelle des pôles de compétitivité traduit la sélection opérée au fil des 5 phases de programmation sur la base d'une évaluation fondée sur des priorités définies. Par ailleurs, rien ne permet de caractériser des lacunes dans leur déploiement à l'échelle du territoire ou l'absence de domaine d'activité parmi les secteurs couverts par les pôles. Dès lors, j'estime que la question du nombre pertinent des pôles de compétitivité à l'échelle du territoire national à bien des égards relève d'un faux débat. Ceci ne retire en rien à l'exigence de mener à bien en 2025 l'évaluation à mi-parcours des pôles et de se prononcer sur le maintien du label accordé aux structures existantes. Ce sera ma première recommandation. Le second enseignement porte sur la contribution importante des pôles dans le soutien à l'effort d'innovation des entreprises et des écosystèmes locaux. Sur ce plan, les études confirment désormais l'existence d'effets multiplicateurs en matière de recherche et de développement. La DGE évalue cet effet de levier à 2,80 € de dépenses en R&D pour 1 € d'aide publique en moyenne. Ce coefficient multiplicateur peut différer selon le guichet de financement et l'appel à projet. En outre, le volume des investissements dans la réalisation peut leur être raisonnablement attribué se relève important. On peut ainsi estimer à 55 milliards d'euros le montant des fonds
mobilisés pour la réalisation des projets labellisés. Par ailleurs, l'adhésion au pôle de compétitivité paraît produire des effets plus diffus au plan macroéconomique. Je pense ici à l'accroissement des chiffres d'affaires, à l'augmentation des recrutements et des exportations des PME. Au-delà, les pôles de compétitivité fournissent un cadre propice au travail collaboratif. Cette capacité se mesure d'abord au nombre important de projets labellisés, soit plus de 1000 projets par an, notamment dans le cadre de France 2030. Ensuite, l'accompagnement fourni par les pôles permet d'améliorer leur taux de sélection dans le cadre des appels à projets, en l'occurrence 35% contre 27% pour des entreprises non adhérentes. Il reste sans doute à conforter la valeur du label auprès de certains acteurs tels que la BPI. C'est la raison pour laquelle je recommande d'améliorer la précision et la motivation des documents attestant de labellisation par les pôles. C'est une de mes recommandations. Enfin, les pôles de compétitivité fournissent une offre de services qui rencontre la satisfaction des adhérents. Cependant, elle peut poser des questions au regard du positionnement d'acteurs qui proposent des prestations d'ingénierie aux entreprises. Objectivement, le risque de services redondants n'existe que pour la fourniture de services ayant pour seule finalité le soutien à l'effort R&D. La question se pose en particulier s'agissant des prestations généralistes, des chambres de commerce et d'industrie ou de certains instruments déployés par BPI France. Aussi, je recommande de veiller à la cohérence des champs d'intervention. Nouvelle recommandation. Le troisième enseignement est qu'il conviendrait de redéfinir les termes d'un copilotage du dispositif des pôles de compétitivité entre régions et États. Avec les modalités de financement, c'est là que finalement réside, me semble-t-il, l'enjeu pour l'avenir. Il s'agit moins de trancher l'ambiguïté ancienne qui entoure le statut des pôles que de poser un cadre de régulation adapté à la poursuite de leur développement. La régionalisation des pôles de compétitivité se matérialise en premier lieu par une réduction de la place et des interventions de l'État dans le fonctionnement des structures labellisées depuis 2019. Cette mise en retrait participe d'ailleurs des arbitrages rendus pour la mise en application de la loi NOTRe. Elle se traduit par l'organisation d'un travail ministériel plus centralisé sous l'égide de la DGE et un rôle restreint et disparate des services déconcentrés. Désormais, les services déconcentrés de l'État appréhendent l'activité des pôles de compétitivité dans l'exercice de leurs compétences relatives au suivi des filières stratégiques et aux politiques d'innovation. En second lieu, la régionalisation conduit à un renforcement très notable du poids et de la place des conseils régionaux. Si le renforcement de la place des régions va dans le sens de l'histoire, il existe des positionnements locaux qui peuvent exposer les pôles à des injonctions contradictoires. La première source de difficulté réside d'ailleurs dans les divergences possibles de certains agendas régionaux et des objectifs généraux de la politique nationale d'innovation. De surcroît, certaines collectivités tendent à réduire les pôles de compétitivité à des dispositifs exclusivement territoriaux dont le développement devrait servir le seul intérêt régional. Or, le développement et la structuration de leur activité s'affranchissent des limites administratives. Par ailleurs, de tels positionnements peuvent mettre en cause le fonctionnement des pôles interrégionaux. C'est en considération de ces constats que je formule plusieurs recommandations qui visent à répondre à 3 besoins. Le premier, il faut d'abord donc assurer la présence de l'État auprès des pôles de compétitivité. Il s'agit d'assurer la préservation de la capacité de suivi de la politique des pôles par des administrations centrales et des services déconcentrés de l'État. Aussi, je recommande d'assurer le maintien d'effectifs suffisants en administration centrale et au sein des services déconcentrés pour l'exercice des missions qui permettent un suivi des pôles de compétitivité. Il s'agit aussi de maintenir une certaine proximité entre les services déconcentrés de l'État et les pôles de compétitivité. C'est pourquoi je recommande de reconnaître la faculté au DRETS de siéger dans les organes de gouvernance des pôles de compétitivité en qualité d'invité et sans disposer d'un droit de vote et d'organiser ainsi des circuits d'information. Il faut ensuite assurer la conciliation des principes et objectifs de l'action publique. À cet effet, j'avance 2 recommandations avec 2 finalités. D'une part, organiser la pleine intégration des orientations et objectifs généraux inscrits dans les documents établis par l'État et les régions. D'autre part, instituer un cadre de discussion entre les collectivités publiques et les autres acteurs du dispositif. Enfin, il importe d'organiser une évaluation croisée des pôles de compétitivité. C'est pourquoi je recommande de travailler à une harmonisation des critères d'évaluation appliqués dans le cas de l'exécution des contrats d'objectifs et de performance pour la mise en œuvre de la politique des pôles de compétitivité. Le dernier enseignement est qu'il faut favoriser une consolidation des participations publiques et le maintien de la diversification des ressources. De fait, le soutien budgétaire de l'État revêt depuis 2018 un caractère résiduel. Le constat vaut tout particulièrement en fonctionnement. Comme vous le savez, la programmation budgétaire ne prévoit plus de crédits d'intervention à compter de 2025 pour le soutien à la gouvernance des pôles. Or, la participation de l'État peut représenter entre 10 et 25% des ressources des structures.
Les régions s'imposent depuis plusieurs années comme les principales collectivités publiques dans le financement des pôles de compétitivité. Leur participation peut ainsi représenter jusqu'à 37% des ressources des pôles. Par ailleurs, les régions voient leur rôle conforté par la mission de verser les crédits délégués par l'État. La part prépondérante désormais acquise par les régions dans le financement des pôles peut nourrir deux questionnements. Le premier porte sur la contribution des collectivités à l'équilibre du modèle économique des structures. De fait, la participation des régions ne paraît pas pouvoir compenser à ce stade des effets du désengagement financier de l'État. Par ailleurs, le bilan dressé par les pôles que j'ai auditionnés souligne le caractère inégal des subventions versées par les régions. Le second questionnement porte sur l'évolution de l'influence des régions dans la détermination des priorités, avec le risque, encore une fois, d'injonctions contradictoires. En définitive, la question posée est celle de la capacité des pôles à assurer l'équilibre de leur modèle économique, sachant que le développement de l'autofinancement peut comporter des aléas. La part des ressources privées présente déjà entre 52 et 55% des ressources des pôles en fonctionnement. Or, il existe une incertitude quant à l'élasticité des ressources supplémentaires que les pôles peuvent obtenir. Par ailleurs, certains acteurs alertent sur les impacts d'une telle politique sur l'équilibre de fonctionnement des pôles, ainsi que sur leur positionnement dans le champ de soutien à l'innovation des entreprises. C'est pourquoi je défendrai tout à l'heure un amendement demandant au gouvernement un rapport sur l'impact de la fin du soutien de l'État à la gouvernance de ces pôles. Et je vous remercie de votre attention. Je vous remercie, monsieur le rapporteur. Nous passons maintenant aux orateurs de groupe. Alors, pour le Rassemblement national, Lionel Tivoli. Madame la présidente, monsieur le rapporteur, chers collègues, il est un principe simple, mais bien souvent oublié, qui mérite d'être rappelé. Hors cas spécifique des emplois publics, bien évidemment, ce sont nos entreprises qui sont les véritables créatrices de l'emploi dans notre pays. Le rôle de l'État est donc d'assurer l'existence d'un écosystème global favorable à la création et au développement des entreprises. Bien sûr, la France compte de nombreux fleurons internationaux dont nous sommes tous fiers. Mais l'essentiel de la vitalité de notre tissu économique est assuré par les TPE, PME qui sont les premiers employeurs de France. Or, force est de constater que le soutien à la compétitivité des entreprises par l'État est loin d'être suffisant. Dans le projet de loi finances pour 2025 et plus spécifiquement dans le programme 134 relatif au développement des entreprises, les autorisations d'engagement voient leur montant diminuer de 17% par rapport à l'an dernier, avec environ moins 520 millions d'euros. Quant au crédit de paiement, il baisse de près de 7,5%, soit quasiment 200 millions d'euros de baisse. Alors, une fois de plus, les paroles ne sont pas en conformité avec les actes. Créer une ligne budgétaire pour la décarbonation de l'industrie, c'est bien. Mais soutenir substantiellement nos entreprises, notamment face à l'augmentation massive du coût de l'électricité, c'est mieux. Réduire le déficit public qui, à terme, menace notre souveraineté, c'est bien, c'est même impératif, mais pas au détriment de la protection de notre tissu économique. De saines et nombreuses économies existent, notamment via la suppression de nombreuses agences d'État, dont l'efficacité n'est absolument pas démontrée, qui grèvent le budget de l'État. Assurer une compétitivité de nos entreprises passera notamment par une meilleure employabilité des salariés, une fiscalité qui ne soit pas pénalisante et massive, ainsi qu'un fléchage des investissements en faveur des TPE et PME. Autant de mesures qui font actuellement défaut dans notre PLF. En ces temps difficiles, nos entrepreneurs comptent sur notre soutien réel et efficace, et je crois qu'il est urgent d'agir. Je vous remercie. Je vous remercie. Pour 2 minutes, monsieur le rapporteur. Merci, monsieur Tivoli, pour vos remarques. Alors, je partage tout à fait le fondement qui consiste à dire qu'effectivement, c'est les petites et moyennes entreprises qui font le tissu économique français pour l'essentiel, pas seulement, mais pour l'essentiel. Je voudrais simplement revenir sur un certain nombre de vos propos. D'abord, pour vous dire que le programme 134 n'est pas le seul à intervenir sur l'intérêt et la défense de nos entreprises en France. Vous avez évoqué une baisse de 17%. Je tiens à vous signaler que cette baisse est relative en particulier aux autorisations d'engagement et qu'en fait, on se cale en particulier sur la réalité de ce qui s'est passé en 2024 et 2023, et en particulier la compensation carbone pour plus de 170 millions d'euros, et qu'enfin, sur le reste, ce sont des éléments
à la marge qui ajuste les autorisations d'engagement et qui justifie le pourcentage que vous évoquez, mais qui ne sont que des autorisations d'engagement. Enfin, et par ailleurs, vous évoquez un certain nombre d'organisations qui peuvent certainement être rassemblées ou ramassées. Je vous invite quand même à regarder ce que fait l'autorité de la concurrence. Et lorsqu'il s'agit de défendre l'intérêt de sociétés françaises, comme par exemple dans des concurrences déloyales ou en tout cas sur des éléments particuliers, vous constaterez que l'autorité de la concurrence permet de réguler des marchés qui sont parfois défavorables aux entreprises françaises. J'en veux pour preuve les dernières condamnations qui ont pu être produites au niveau d'un certain nombre d'opérateurs internationaux comme Apple. Je vous remercie. Ensuite, pour le groupe EPR, Ensemble pour la République, Stéphane Buchou. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur. Je tiens tout d'abord à souligner la qualité de votre travail et vous remercier au nom de mon groupe Ensemble pour la République. La mission économie et ses crédits constituent le support de la politique de soutien public au développement de l'économie et de ses acteurs. L'objectif, rappelons-le, le développement de la compétitivité des entreprises propice à l'emploi et la croissance, la régulation et la sécurisation des marchés économiques et la protection des consommateurs. Le programme 134, donc, comprend 3 types d'actions. Celle en direction du soutien au développement des entreprises à l'échelle nationale et internationale, celle destinée à porter les moyens des autorités administratives et des services ministériels chargés des missions de régulation, enfin, une spécifique pour le développement des postes, des télécoms et du numérique. La version 2025 de ce programme inclut enfin une action intitulée « Mesures exceptionnelles dans le cadre de la crise sanitaire » pour un montant total de 5 millions d'euros. Vous l'avez rappelé, monsieur le rapporteur, les crédits dédiés au programme Développement des entreprises et régulation s'établissent à environ 2,457 milliards d'euros pour 2025 en crédit de paiement, soit une baisse de 7,49%, et à environ 2,427 milliards d'euros en autorisation d'engagement, soit une baisse de 17%. Dans un contexte de maîtrise de la dépense publique, donc contraint, je m'interroge néanmoins sur les réductions proposées tant sur leur montant que sur les dispositifs et ou organismes concernés. Vous indiquez dans votre rapport, je vous cite, que les crédits budgétaires tels que présentés permettent de contribuer au financement des dispositifs et des mesures nécessaires à la compétitivité des entreprises et à leur croissance, tout en préservant les consommateurs. Pour autant, à y regarder de plus près, dans la partie réduction des déficits publics du rapport, on y note la baisse de la subvention d'Atout France, la réduction des financements études et statistiques, l'extinction du dispositif Action de développement PME, la non-reconduction des quartiers 2030, du Fonds territorial d'accessibilité, des actions de soutien à la gouvernance des pôles de compétitivité, de la subvention versée à l'Association française de normalisation, des soutiens en faveur du tourisme en dehors d'Atout France, aux métiers d'art, aux centres techniques industriels et assimilés, et la contribution aux organismes internationaux dans le domaine de l'industrie. Pouvez-vous donc, monsieur le rapporteur, nous rassurer ? Les objectifs initiaux seront-ils bien atteints ? Enfin, un dernier point sur la Poste et ses missions de service public auxquelles nous sommes, je le sais, tous très attachés ici dans cette commission, en particulier dans nos territoires ruraux. Pour avoir rencontré plusieurs fois ses représentants dans mon département ces derniers temps, pouvez-vous là aussi nous assurer qu'elle a bien les moyens de ses objectifs ? Je vous remercie. Merci beaucoup. Pour 1 minute 30, monsieur le rapporteur. Oui, merci chers collègues de votre interrogation et de votre vigilance. Nous avons été également, dans le cadre de l'établissement de ce rapport, particulièrement vigilants sur les évolutions. Comme je vous l'ai précisé, il y a des schémas en tout cas des investissements qui étaient liés à des situations ponctuelles, comme par exemple les Jeux olympiques et paralympiques, qui ont donné lieu à des évolutions négatives d'un certain nombre de budgets, et ça c'est tout à fait normal. Pour le reste, pour 2030, il y a un certain nombre de débats qui vont arriver au sein de l'hémicycle, et à ce titre-là, nous sommes vigilants. Pour le reste, sur un certain nombre d'actions, il y en a qui se sont éteintes de fait, et d'autres qui vont à nouveau prospérer, et nous en discuterons sur un certain nombre d'amendements qui ont été déposés. Merci. Alors pour le groupe La France Insoumise, Mathilde Digné. Merci Madame la Présidente. Aveuglés par le dogme de la sacro-sainte concurrence libre et non faussée depuis 2017, les gouvernements successifs d'Emmanuel Macron n'ont qu'une obsession, libérer les forces du marché, développer la compétitivité des entreprises. La compétitivité devenant ensuite le prétexte pour imposer des régressions sociales. Il n'y a aucune stratégie de long terme pour nos entreprises et le gouvernement de Michel Barnier ne fait pas exception.
Le gouvernement et vous, ses soutiens, vous vous vantez en séance de magnifiques résultats économiques. Mais vous oubliez de dire que ce n'est pas grâce aux grands groupes qui ont détruit 249 000 emplois en 10 ans, c'est bien grâce aux TPE, PME, seuls à créer des emplois en France. Et que faites-vous pour les protéger des grands groupes qui mettent des mois à payer les PME industrielles en grande difficulté? Rien. C'est même pire, alors que la DGCCRF et l'autorité de la concurrence sont les seuls garde-fous, le gouvernement veut diminuer leur budget et supprimer des postes. Vous avez rendu l'État impuissant, le privant petit à petit des moyens qui permettent d'intervenir dans la vie économique. Monsieur le rapporteur, vous dites dans votre rapport que l'évolution des ressources attribuées aux autorités et services chargés de la régulation pose question. En ce qui concerne la DGCCRF, ses crédits diminuent de 3%. Les effectifs de cette administration étaient de 3 723 ETP en 2017 et seraient donc de 2 840 en 2025. En deux décennies, la DGCCRF aura donc perdu près de 900 agents, soit une baisse d'un quart de ses effectifs. Pourtant, vous, macronistes, n'arrêtez pas d'annoncer sur les plateaux télé et radio le renforcement des contrôles pour pénaliser les entreprises qui ne jouent pas le jeu. Egalim n'est pas respecté. L'hiver dernier, en réponse aux mobilisations agricoles, le ministre de l'économie de l'époque annonce doubler les contrôles des entreprises agroalimentaires et de la grande distribution. Derrière le coup de com', la réalité est tout autre. On demande à la DGCCRF de faire plus de contrôles avec moins d'agents. C'est impossible et vous le savez très bien. L'entreprise Wish a pu vendre pendant des années des produits à faible coût en fraudant la TVA et contribuant à la destruction de 85 000 emplois ces 10 dernières années. Sans la DGCCRF, qui a mis l'entreprise en cause pour ses manquements graves sur la sécurité des produits, Wish aurait pu continuer ses pratiques déloyales sans être inquiétée. La DGCCRF, c'est aussi l'administration qui a analysé la qualité des gels hydroalcooliques pendant la pandémie Covid-19, détecté les œufs contaminés au fipronil en 2017 et qui est intervenu dans le scandale du lait infantile contaminé par Lactalis en 2018 et 2019. Si vous continuez à déshabiller la DGCCRF, qui garantira alors l'impartialité et l'objectivité? Personne, et nous le savons tous. La logique comptable de réduction des moyens et des personnels consacrés au développement économique est mortifère. Nous avons besoin de tous ces agents pour transformer notre économie et affronter les enjeux de demain. Je vous remercie. Merci beaucoup pour une grosse minute, monsieur le rapporteur. Oui, merci. J'aurais aimé, madame, que vous puissiez, chers collègues, que vous puissiez assister aux échanges, puisqu'ils étaient ouverts avec l'ensemble des acteurs de la DGCCRF, entre autres, et toutes les personnes auditionnées. Je pense que vous auriez eu une position possiblement légèrement différente et un peu moins dogmatique. Dans la mesure où, lorsque vous évoquez des baisses, moi je constate dans les échanges qu'il y a des hausses d'engagement de plus 4,68% et des crédits de paiement de plus 1,98%. Mais sensible à un certain nombre de vos remarques, vous aurez constaté que je préconise que le gouvernement nous rende un rapport sur l'évolution en particulier des missions et du personnel de la DGCCRF, puisque c'est un élément important. Et dans vos propos, j'ai noté aussi que la DGCCRF a relevé un certain nombre d'infractions. Donc c'est qu'elle fonctionne correctement, ce qui nous permet de constater que la question qui se pose, c'est plus les missions affectées, l'évolution de ces missions et l'efficience de ces missions par rapport à une simple équivalent ETP. Merci. Pour le groupe socialiste, Valérie Rossi. Merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, chers collègues, l'examen du rapport entreprise est toujours un exercice insatisfaisant, tant les crédits budgétaires représentent une fraction minime de l'ensemble des moyens budgétaires dévolus à nos entreprises, principalement constitués de dépenses fiscales et aides diverses. Je regrette d'ailleurs sur ce point que nos propositions en première partie du PLF pour une plus forte conditionnalité de ces aides à des critères environnementaux et sociaux aient à ce stade été rejetées. On le voit bien avec l'exemple de Sanofi que nous auditionnerons tout à l'heure et du crédit d'impôt recherche. Nous ne pouvons continuer de mobiliser de tels moyens pour des multinationales qui décident d'arrêter de produire en France et qui ne contribuent pas, ou en tout cas pas suffisamment, à notre souveraineté industrielle en contrepartie. Mon groupe a eu l'occasion, il y a quelques jours, de regretter également le recul des moyens dévolus à Business France et à Tout France, opérateurs chargés d'accompagner la promotion de notre pays à l'international et d'attirer à nous tant les touristes que les investisseurs qui subissent vos coupes arbitraires et délétères. Même les chambres consulaires qui apportent un vrai service de proximité et un soutien à nos entrepreneurs, nos artisans, nos agriculteurs voient leurs moyens fondre au soleil, remettant en cause leur capacité de fonctionnement et les services qu'elles proposent. Je souhaite également attirer votre attention
sur la fragilité des missions confiées au groupe La Poste. Dans ma circonscription du département des Hautes-Alpes et particulièrement sur la commune de l'Argentière-la-Bessée, les fermetures de bureaux de poste et les vacances de poste se multiplient, privant les habitants d'un service public indispensable. Comment garantir alors que La Poste puisse maintenir ses missions de service public avec une telle trajectoire budgétaire ? Que nous reste-t-il alors dans ce rapport entreprise ? La principale dépense du programme correspond au mécanisme de compensation carbone des électro-intensifs auquel nous sommes tous attachés, mais dont l'évolution est essentiellement le fait des prix de l'énergie. Avec une version de 1 à 10 entre 2020 et 2023 et désormais une relative stabilisation. Il y a en revanche 2 disparitions qui nous semblent tout à fait regrettables. La première porte sur le Fonds territorial d'accessibilité doté de 50 millions d'euros en 2024. Il avait vocation à cofinancer des travaux de mise en accessibilité des petits commerces et établissements du quotidien, notamment en vue de l'accueil des JOP de 2024, mais surtout de répondre à une nécessité pour de nombreux citoyens. Alors que 300 millions d'euros étaient prévus pour abonder ce fonds sur 2023-2028, celui-ci a disparu. Vous accentuez de nouveau la fracture de notre société. Plus grave, nous avons découvert la disparition de la subvention dévolue à l'Association française de normalisation, l'AFNOR. Lors de la visite des députés socialistes et apparentés au Salon Global Industrie en début d'année, de nombreux acteurs ont pu nous signaler à quel point la bataille de la normalisation au niveau international était stratégique pour favoriser les solutions technologiques et techniques propres à chaque marché et à chaque pays. La France doit pouvoir déployer toute sa force de négociation dans ces instances pour promouvoir les intérêts de nos acteurs économiques et en particulier industriels. Dès lors, la suppression de cette subvention au pays champion des normes constitue une erreur majeure. Sauf à ce que ces réductions de crédits soient corrigées et considérant déjà notre avis sur les crédits du commerce extérieur et du tourisme, nous voterons contre les crédits de cette mission économie. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Oui, merci, chers collègues, pour votre intervention. Alors, sur un certain nombre de points, sur le premier, je partage l'idée qu'on ferait mieux de remasteriser la plaquette du budget 134, parce que c'est vrai qu'il est un peu diffus et qu'il peut poser un certain nombre de questions sur l'organisation, ce qui permettrait une plus grande lisibilité et une affectation des sujets. Sur les CCI, cette question fait déjà l'objet d'un amendement qui sera examiné un peu plus tard, mais il faut être précis. En l'occurrence, les taxes sont affectées et ça ne relève pas du budget 134. Il y a un effet plafonnement et donc ce n'est pas dans ce budget 134 que les choses se passent. Sur le fonds d'accessibilité, ça relève là, nous avons sollicité un certain nombre d'informations qui nous ont pas été communiquées. En tout cas, nous avions sollicité un certain nombre d'éléments. Toutefois, ce que je peux vous dire, c'est que selon les informations globales que nous avons pu avoir, c'est le dispositif de 50 millions d'euros que vous évoquiez dans votre intervention connaît un démarrage relativement lent du dispositif, avec simplement, si j'ose dire, 464 dossiers financés pour un montant de 1 million d'euros, ce qui fait que là encore, entre les autorisations et la réalité d'engagement, il y a une différence. Et à ce titre-là, il y a donc eu un glissement que les crédits disponibles devraient couvrir assez largement les dépenses prévisibles. Merci, monsieur le rapporteur. Pour le groupe Droite républicaine, Jérôme Nury. Merci Madame la Présidente. D'abord, merci Monsieur le rapporteur pour votre rapport dense et très fourni sur les pôles de compétitivité. Ensuite, je remarque que votre rapport sur l'économie des entreprises se recoupe avec celui que j'ai moi-même remis la semaine dernière sur les crédits de télécommunications électroniques. Et je suis heureux de constater que nous sommes sur la même analyse et les mêmes conclusions s'agissant de la Poste. Et je rappelle à la collègue que que la Commission a voté donc un surplus de 130 millions d'euros au titre de l'aménagement du territoire pour la Poste, si ça peut vous rassurer. Et s'agissant également de la NFR et des crédits numériques. Seul point, mais finalement mineur, c'est votre analyse des moyens consentis à l'ARCEP, que vous considérez comme étant insuffisants, mais que pour ma part, je pense largement suffisants dans le contexte budgétaire actuel et au regard du fonctionnement déjà très conséquent de cette autorité. S'agissant justement du contexte budgétaire, je m'étonne du peu d'efforts consentis par les différents services de Bercy pour participer justement à cet effort budgétaire avec des nombres de TP qui baissent ridiculement. Sur votre périmètre, le plafond d'emploi passe de 4 596 à 4 587 ETP, soit une baisse de seulement 9 emplois. Ne pensez-vous pas que sur les services centraux de Bercy, il y a lieu de réduire beaucoup plus drastiquement les effectifs afin de réduire le déficit colossal du budget 2025.
Enfin, dernier point sur les pôles de compétitivité, sur lesquels vous avez axé votre propos. Ne pensez-vous pas que ce dispositif, au regard du bilan que vous avez pu faire, a été surtout porteur sur les grands centres urbains et les métropoles, déjà très avantagés et aidés? D'ailleurs, il suffit de regarder la carte que vous avez mise dans votre rapport, qui est vraiment centrée sur les plus grandes villes de France. Les PME, les ETI et les TPE de nos territoires n'ont pas du tout connu de ruissellement de ce dispositif, me semble-t-il, mais je serais heureux de pouvoir avoir votre analyse sur ce sujet. Merci pour votre intervention. Alors, il n'y a pas de plagiat, il y a juste une complémentarité, d'effets croisés sur les travaux, ce qui est plutôt rassurant. Et je vous confirme que monsieur l'administrateur n'était pas votre administrateur. Donc, en fait, ce qui prouve bien qu'on peut avoir une double vision croisée à l'aveugle et arriver à des convergences de vues. Alors après, il y a des appréciations personnelles que vous portez sur un certain nombre d'emplois par rapport à un certain nombre d'agences. Objectivement, je crois qu'il y a différents sujets. La DGE a déjà fait un travail de fond pour effectivement optimiser l'ensemble des organisations à la fois financières et humaines, et en particulier sur les équivalents temps plein. Nous avons noté une réflexion plus globale, je me permets de la livrer ici, elle prospérera ou pas, mais c'est sur la problématique des programmations pluriannuelles d'emploi, parce qu'en fait on est sur des logiques annuelles, calendaires, ce qui pose un certain nombre de problèmes en termes de projection. Et nous avons aussi des évolutions fortes de missions qui génèrent à ce niveau-là des besoins en personnel qui méritent d'être, si ce n'est optimisés, en tout cas rationalisés. Sur les cartes, sur les pôles de compétitivité, je vous rejoins sur un certain nombre d'éléments, sur la carte en particulier qui vous a été fournie, mais qui relève aussi de la concentration des entreprises et de la capacité de ressources sur un certain nombre de plans. Et c'est pour ça que j'appelle de mes recommandations, en tout cas de mes voeux, une organisation avec des logiques à la fois État-région, territorialisées, avec des logiques stratégiques qui permettraient peut-être une meilleure harmonisation. Mais là encore, il est difficile de poser un pôle de compétitivité dans une région où il n'y a pas forcément une ressource d'emploi importante et où surtout la concentration d'un certain nombre de vecteurs, comme le déplacement, comme l'accès à un certain nombre d'éléments, génère l'impossibilité d'installation. Merci, monsieur le rapporteur. Donc, pour le groupe écologiste et social, Charles Fournier. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le rapporteur pour cet avis budgétaire. Peut-être, vous l'avez dit, ça ne couvre pas l'ensemble du champ de l'économie, mais néanmoins, quand on regarde l'ensemble du champ de l'économie, on retrouve, comme partout, des décisions de coupe qui semblent parfois un peu aléatoires. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quelle est la ligne, on réduit ici. Ont été cités toute une série de programmes qui vont arriver à extinction sans que vous ayez un avis dessus. Moi, j'aimerais avoir votre avis. La fin du plan Quartier 2030, par exemple. N'y a-t-il plus à soutenir des activités économiques émergeant dans les quartiers? Là, le plan accessibilité qui a été réduit, c'est pas parce que ça démarre lentement qu'il ne faut pas se donner les moyens de faire en sorte que ça fonctionne. On pourrait parler de la gouvernance des pôles de compétitivité. Vous l'avez dit d'ailleurs, le fait que l'État se retire va conduire les régions à regarder les pôles de compétitivité au service de leur région et moins au service de l'intérêt de la nation. Et ce risque, c'est parce que l'État se désengage, et c'est souvent quand même le cas. Mais on pourrait aussi citer le soutien au tourisme. On pourrait parler de l'aide versée par la BPI pour le passage des PME aux ETI. Bref, surtout tous les champs, on a l'impression quand même que les coupes se font un peu à l'aveugle et ne donnent pas une ligne. Et c'est un peu le problème de ce programme, c'est qu'on ne voit pas l'orientation qui y est donnée. Et pour moi, ce qui est fondamental, c'est d'accompagner les transformations de nos entreprises, c'est d'accompagner la bifurcation écologique et sociale de nos entreprises. Et dans ce programme, comme dans le reste, c'est ce que nous devrions pouvoir regarder. On se félicite, et plusieurs se sont félicités, par exemple, de l'importance des crédits donnés pour la compensation carbone. Permettez-moi d'être moins réjoui par cela, parce que compenser le carbone, c'est bien, j'allais dire, mais réduire ses émissions de gaz à effet de serre, c'est mieux. Et que si on compense sans réduire ses émissions, et c'est le risque avec ce type de programme, c'est du greenwashing. Et qu'on y consacre là, par contre, beaucoup de crédits. Et donc, je m'interroge sur les conditionnalités qui sont associées à ça, et vous pourrez aller les regarder, elles sont relativement faibles. Et donc, pouvez-vous avoir, vous, un regard sur l'efficacité des millions qui sont orientés vers cette compensation carbone? Alors, on voit apparaître des crédits pour soutenir
La décarbonation, très bien, à regarder de quelle manière ces crédits pourront être utilisés. Il y a le crédit industrie verte qui apparaît aussi dans cette mesure. Tout ça est intéressant, mais on a besoin de regarder avec clarté l'efficacité de ces interventions-là. Et il me semble que pour réindustrialiser notre pays, on a besoin de ces soutiens. Et puis enfin, dernière remarque, quand on regarde là et d'autres programmes, on a l'impression que les aides aux PME, PMI, c'est celles qui prennent le plus cher comparativement aux aides aux grandes entreprises. D'ailleurs, je viens de le démontrer en parlant de la compensation carbone, qui est à peu près 40% du programme, qui est orienté vers les électro-intensifs, donc des très grandes entreprises. Et il serait intéressant d'avoir un jaune budgétaire, ou un orange, je ne sais pas bien la différence entre les deux, mais qui permettrait de rendre compte non seulement des aides aux petites et moyennes entreprises, ça existe aujourd'hui, mais aussi aux grandes entreprises. Ça permettrait d'avoir une vision claire des interventions de l'État et je crois des écarts très importants entre le soutien aux PME, PMI et le soutien aux très grandes entreprises. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Et vous prenez la parole autant que vous le souhaitez, d'ailleurs, parce que vous réagissez aussi. Oui, non, mais d'une façon générale, merci. Chers collègues, pour votre intervention qui est dense, plusieurs choses. D'abord, sur les crédits engagés concernant l'accessibilité, ils ont été engagés, donc ils sont inscrits, et donc s'ils ne sont pas consommés, ils sont consommés sur les exercices futurs. Donc ce n'était pas a priori nécessaire de rajouter une ligne sur le sujet. C'est pour ça que j'évoquais les 494 dossiers déposés en 2024 qui donnent lieu qu'à un engagement d'1 million d'euros et que le reste va arriver sur la suite. Sur le tourisme, il y a peut-être une décroissance, mais elle relève aussi d'un transfert de compétences en matière régionale, donc ça explique aussi un certain nombre de choses. Vous avez noté à la fois la baisse concernant le sujet de la décarbonation, en même temps la nouvelle ligne que vous avez relevée à 50 millions d'euros, ce qui est quand même relativement intéressant. Et il n'en reste pas moins vrai que les électro-intensives, les entreprises électro-intensives ont des besoins évidemment d'accompagnement qui sont à proportion de leur investissement. Et donc il n'est pas inutile de compensation et il n'est pas inutile de gérer cet élément-là. Pour le reste, je partage un certain nombre de vos points de vue en matière stratégique, mais je pense que l'ensemble des parlementaires et des collègues dans cette salle devraient partager le même principe, à savoir qu'effectivement, inscrire un budget doit s'inscrire dans une prospective, dans une perspective pluriannuelle, et que effectivement, ça peut donner lieu à des repositionnements généraux, à la condition, bien évidemment, que nous ayons une vision globale. Ce budget et la façon dont il a été construit, quand même assez restreint en termes de temporalité, et j'espère effectivement que pour les exercices futurs en qualité de parlementaire, nous aurons aussi à travailler sur une réorganisation, un prolongement sur une durée plus longue qui nous permettrait d'engager des réflexions d'investissement et d'accompagnement sur des durées plus longues, ce qui justifierait à la fois une capacité d'efficience de la consommation des crédits et de l'efficacité de l'ensemble de l'argent public. Merci à vous. Alors, Thomas Lam, donc, pour le groupe Horizon. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le rapporteur pour ce travail très fourni. Donc au groupe Horizon, nous comprenons bien qu'avec une situation budgétaire complexe et avec une année exceptionnelle due aux Jeux Olympiques, il fallait réévaluer les crédits alloués aux entreprises et donc nous soutenons l'importance de s'assurer de l'efficience des structures et de leurs compétences dans cette situation contrainte. Cependant, il nous semble très important de maintenir au maximum les aides à l'export pour les PME notamment, puisque à notre sens, elles permettent d'aller chercher une croissance extérieure et donc de ramener en France de l'argent et de l'emploi qui, en d'autres circonstances, ne reviendrait pas. Voilà, donc je voulais avoir vos commentaires sur ce point-là. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur le rapporteur. Je partage la philosophie qui est la vôtre, chers collègues, sur la nécessité d'améliorer les organisations. Et donc, et je vous remercie des propos que vous avez tenus. Pour le reste, je n'ai pas particulièrement de commentaires supplémentaires à vous indiquer sur l'ensemble de ce qui a été produit dans ce rapport. Mais je reste bien évidemment à votre entière disposition pour en échanger ici et ailleurs. Je ne sais pas si vous souhaitez réagir, parce qu'il y a 4 minutes, donc c'est comme vous le souhaitez. Non, c'est bon, je vous remercie. D'accord, merci à vous. Est-ce qu'il y a des questions, des interventions individuelles? Oui, monsieur Lepers. Non, très rapidement, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, je souhaite revenir sur la remarque très justifiée de mon collègue, venant des territoires ruraux, au fin fond du Lot-et-Garonne, concernant l'absence de ruissellement des pôles de compétitivité justement sur nos territoires. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Il y a des ressources importantes rien qu'en termes de main-d'œuvre, puisqu'aujourd'hui, on a. Alors, le taux de chômage élevé peut s'avérer quelque chose de positif quand on a besoin de main-d'œuvre, quand on est à 3-4 points des fois au-dessus de la moyenne nationale. On a des fonciers, alors hors ZAN,
J'espère que d'ici là, on va s'en occuper. On a des fonciers disponibles, pas chers, etc. Alors, moi, je regrette justement que les régions, notamment les grandes régions, l'État soit toujours focalisé. Alors, je le comprends hein, pour des raisons pratiques. Ensuite, on pourra parler formation, effectivement, mais soit toujours focalisé en disant, mais si, on va démarrer sur les grandes métropoles et derrière, vous inquiétez pas, les petits ruraux, il y aura du ruissellement. Il n'y a jamais de ruissellement, et c'est le cas sur ce sujet. Donc, moi, j'aimerais vous alerter sur le fait que il faut qu'on pense qu'un jour, même dans les territoires ruraux, on a des atouts et on peut développer sur nos territoires des pôles de compétitivité. Vraiment. Merci. Merci de votre intervention. Je crois que vous partez d'un postulat qu'on ne peut pas partager, même s'il s'entend, c'est la notion de ruissellement. Je veux dire qu'on n'est pas dans une logique spontanée des ruissellements. D'ailleurs, on pourrait effectivement difficilement le quantifier. Les rapports qui existent en matière de création de pôles de compétitivité, c'est des relations contractualisées entre les régions et l'État sur des sujets bien précis. C'est après les retombées. On a un chiffre raisonnable qui nous a été sur 1 euro investi, 2,80 €, etc. Je l'ai évoqué dans mon rapport. Mais pour autant, il est difficile de quantifier ou de marquer, en tout cas d'évaluer avec des marqueurs précis, effectivement l'impact au plus près de vos territoires. Je ne suis pas sûr que ce soit la philosophie des pôles de compétitivité. En tout cas, ce n'est pas l'esprit. Et c'est pour ça, toutefois, que je remarquais, d'ailleurs vous l'avez fait dans vos propos, des risques presque, si j'ose dire, d'enfermement, en tout cas de limitation des effets des pôles de compétitivité en fonction de politiques régionales qui sont, si j'ose dire, centrées et qui ne permettent pas ces évolutions telles que vous les espérez. Donc il faut être sensible à ça, et c'est pour ça que je souhaitais également proposer dans mes recommandations et dans un amendement complémentaire la possibilité d'évaluation avec des éléments croisés qui permettraient d'avoir des évaluations croisées de l'ensemble des pôles de compétitivité par rapport à leur nécessité, à leur objectif premier. Monsieur Fournier. Oui, pardon. Sur la question des pôles de compétitivité, moi je pense qu'un rapport n'est pas suffisant. Il faudrait maintenir les crédits de l'État. Je crois que c'est une politique qui croise et les régions et l'État. Et que vous l'avez fait remarquer. Si on retire les crédits de l'État, les régions en feront des instruments pour les régions, mais pas des instruments qui peuvent avoir un intérêt au-delà dans les territoires ruraux, dans d'autres parties de notre pays, par exemple. Et donc, du coup, il me semble que ce serait utile de maintenir les crédits. Deuxième élément, vous n'avez pas... j'ai oublié de nommer tout à l'heure une des lignes qui est en stagnation, alors que le nombre d'entreprises qui disparaissent chaque année, 30 000, est important, c'est les crédits pour la transmission. Et là, par contre, finalement, là, il n'y a pas de hausse, alors qu'on a une dynamique qui supposerait peut-être de mettre plus de crédits. Vous expliquez sur d'autres dispositifs que il n'y a pas de la dynamique, donc on baisse les crédits. Là, en l'occurrence, il faudrait les augmenter et on ne le fait pas. Et je pense qu'on prend un risque là-dessus. Merci. Monsieur le rapporteur. Sur le deuxième point, ça ne relève pas directement du budget 134, la logique de transmission. Sur le premier point, rappelez-moi, c'était le pôle de compétitivité. Oui, mais vous aviez un sujet qui ça m'a interpellé, puis ça m'a échappé. Ah oui, alors pardonnez-moi, oui, ça a été un sujet important de nos échanges. La difficulté, c'est qu'on parle bien là de l'accompagnement et du financement des systèmes associatifs, enfin des associations qui accompagnent les pôles de compétitivité. On ne parle pas des financements à proprement parler, des projets, des 1000 projets qui sont dedans. La difficulté, c'est que, pour tout vous dire, nous sommes face à un hiatus, en tout cas une difficulté technique entre la quote-part d'abondement de l'État sur l'ensemble des structures associatives et d'autre part, oui, mais la difficulté, c'est que nous n'avons pas trouvé, objectivement, le dispositif iDouane, le véhicule iDouane, en tout cas l'accompagnement iDouane, pour envisager une substitution. Parce que si l'État se désengage, comme ça l'a été indiqué dans la 5e séquence, enfin jusqu'en 2025, c'est un fait. Le risque, c'est le besoin résiduel de fonctionnement qui s'évalue en fait entre 10 et 15% de l'ensemble des éléments budgétaires. Et la difficulté, c'est de savoir comment on abonde. Est-ce qu'on met une part prépondérante des régions qui sont déjà entre 50 et 55% à peu près, et qui peut intervenir? Alors c'est là où il faut trouver effectivement des éléments complémentaires. Oui, c'est pas qu'un choix. Oui, c'est un choix, mais ça reste quand même résiduel en regard du montant. Et c'est pour ça que je préconise, moi, le maintien d'un certain nombre de représentants de l'État au sein des structures associatives, plutôt qu'une simple question de financement. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions individuelles? Sinon, nous passons, si vous le voulez bien, au vote sur les amendements, à l'examen des amendements. Donc, je vous en affiche avec
Merci. Donc, tout d'abord, avec l'article 42 état B, et donc, premier amendement de... alors, du coup, non, qui ne pourra pas être défendu, de Monsieur Uvart. Donc, nous en arrivons ensuite, et pareil pour celui de Monsieur Negelen, qui n'est pas soutenu. Et donc, nous arrivons à l'amendement 26 de Monsieur Loubet. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur. Je crois que nous en convenons tous, la France manque cruellement de capitaux pour soutenir son économie et l'innovation. Et on peut convenir que le programme France 2030, doté de 54 milliards d'euros sur seulement une durée de 5 ans, reste largement insuffisant. En témoigne évidemment le phénomène de désindustrialisation qui a repris dans notre pays, de même que les difficultés rencontrées par de très nombreux secteurs comme celui de l'automobile. Pour résorber donc ce déficit chronique de capitaux que connaît la France, le Rassemblement national propose la création d'un fonds souverain français, comme il existe dans de nombreux autres pays, qui permettrait d'orienter l'épargne des Français vers l'économie réelle. Je précise que la mobilisation de cette épargne se ferait évidemment sur la base du volontariat, c'est important, volontariat de la part des Français qui épargnent. Il s'agit donc d'un véhicule d'investissement au rendement et au capital qui sont garantis par l'État et qui permettra aux ménages qui le souhaitent d'investir directement dans l'économie française. Ce fonds permettrait de préserver l'existant, par exemple en soutenant nos TPE-PME, les grandes entreprises, en développant nos grandes infrastructures qui sont de plus en plus dégradées, en sauvant des fleurons nationaux stratégiques, plutôt que les laisser être rachetés par des fonds étrangers, souvent synonymes de délocalisation ou de pillage technologique. Ce fonds permettrait aussi d'accompagner la transition écologique, puisqu'il permettrait d'aider les ménages dans la rénovation de leurs logements, des bâtiments, plutôt qu'imposer des normes excessives. Nous en avons discuté hier, qui découlent des diagnostics de performance énergétique, ces fameux DPE qui d'ici 4 ans, devrait notamment priver le parc locatif français de près de 18% de ses logements. Ce fonds permettra enfin de préparer l'avenir en soutenant l'innovation et la recherche, le développement de l'intelligence artificielle par exemple, plutôt que résumer notre politique en la matière en régulant et en imposant toujours plus de normes, ou en développant des énergies indispensables pour l'avenir, comme le nucléaire et l'hydrogène. Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Merci, chers collègues, pour votre proposition d'amendement. En ce qui me concerne, j'y serai défavorable. Votre proposition semble un peu un déjeuner de soleil, si vous me permettez l'expression, c'est-à-dire que vous tapez tous azimuts en matière de ce fonds et vous ne fléchez pas la contribution et l'efficacité de l'action publique, ce qui est, à mon avis, va à l'encontre de ce que nous recherchons, en particulier depuis un certain temps et au travers des différents états budgétaires que nous connaissons aujourd'hui. Par ailleurs, les modalités de financement de votre fonds vont priver cette fois-ci d'1 million d'euros le programme 134 de ressources qui nous semble utile au soutien. Vous aurez noté par ailleurs qu'en ce qui me concerne, j'ai relevé la contribution que propose le programme 134 en matière d'efforts concernant la réduction des déficits. C'est pourquoi j'émets un avis défavorable à cette proposition et cet amendement. Est-ce qu'il y a des interventions? Monsieur Nury et ensuite Monsieur Fournier. Oui, merci Madame la Présidente. Oui, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le rapporteur parce que je trouve que c'est plutôt une bonne idée. La vraie question, c'est comment est-ce qu'on peut mobiliser l'épargne des Français pour justement garder de la souveraineté dans tous les domaines aujourd'hui qui nous échappent. Où on le voit, on a des fonds de pension, des fonds d'investissement qui viennent des États-Unis, qui viennent de Chine, qui viennent de tous les pays, alors que nous, on a quand même du mal à garder la main sur nos entreprises, sur nos grands investissements. Donc, je ne sais pas si c'est le bon biais législatif, mais en tout cas, d'envisager d'avoir un grand fonds français, moi, me paraît plus qu'urgent. Et donc, est-ce qu'il faut ou pas le mettre sur cette ligne budgétaire? Est-ce qu'il faut 1 million ou pas d'amorçage? Moi, ça, techniquement, je ne sais pas. En tout cas, dans l'idée, je pense que ça mérite d'être creusé et que c'est plutôt assez intéressant. Merci à vous, Monsieur Fournier. Oui, non, de remarques. Je ne sais pas si ça doit être exclusivement français ou s'il faut raisonner en européen aussi sur ces sujets. Parce que j'ai l'impression qu'on est reparti, par exemple, on verra ça avec France 2030, mais sur des logiques extrêmement enfermées d'un point de vue national et sans articulation avec d'autres. Mais ça, c'était ma première remarque. Mais surtout, la deuxième, c'est sur la question des normes. Vous voulez finalement mettre beaucoup d'argent sur la table, mais sans règles. Et pour moi, c'est les deux qu'il faut faire. C'est-à-dire à la fois avoir une mobilisation importante de moyens pour soutenir les transformations, mais il faut qu'il y ait des règles
pour savoir vers quelle transformation nous allons. Et donc les normes, il ne faut pas toutes les rejeter. Certaines doivent être améliorées, certaines peut-être doivent être revisitées, mais en tout cas, nous avons besoin de ces règles parce que distribuer de l'argent public sans règles, c'est évidemment pas une bonne idée. Alors, Monsieur Delépinot. Merci Madame la Présidente. Dans le prolongement des propos de notre collègue Nury, oui, la création d'un fonds français est absolument indispensable. Je rappelle que nous avons des fleurons aéronautiques sur des productions très spécifiques, hein, que ce soit pour l'aéronautique civile, mais également l'aéronautique militaire. Donc on touche là à notre souveraineté en matière de défense. Nous ont échappé parce que BPI n'était pas équipé en fait pour pouvoir procéder au rachat de ces sociétés. Ça, la première observation. Deuxième observation, pour pouvoir créer un fonds, il faut être attrayant. Et je devrais dire que les amendements, entre autres déposés par LFI hier en séance, ne nous rassurent pas, puisque si on continue à cogner comme des sourds sur les porteurs de parts, vous pouvez être certain qu'il n'y aura pas d'attrait, entre autres pour un actionnariat populaire qui pourrait abonder sur ce fonds souverain qu'il est absolument urgent de créer. Je vous remercie. Monsieur Allègre-Pilot. Pour abonder dans ce sens, si on regarde les grosses difficultés des PME et ETI françaises aujourd'hui, ce n'est pas l'accès à la dette, c'est l'accès aux capitaux. Et effectivement, les dispositifs actuels, que ce soit ceux mis en première ligne directement par le gouvernement ou par l'intermédiaire de BPI France, sont essentiellement des dispositifs de dette, qui viennent encore affaiblir le bilan de nos entreprises en alourdissant leurs dettes. Donc il y a un besoin d'investissement en capitaux dans nos PME, dans nos ETI, dans celles qui sont innovantes, dans celles qui ont un enjeu de transmission. Il me semble que c'est extrêmement bienvenu de pousser vers un fonds qui prendrait ses responsabilités, voire serait en complément à d'autres fonds et donc permettrait une prise de risque qui peut être combinée avec une garantie, notamment au niveau européen. Donc on peut avoir des garanties européennes puisqu'il y a déjà des fonds européens. Par contre, des fonds français qui soient pertinents et qui apportent vraiment des capitaux propres à ces entreprises qui sont en manque de capitaux propres et pas de dette, là, il y a un besoin. Merci. S'il n'y a pas d'autres interventions, je vous propose de passer au vote sur cet amendement numéro 26 de Monsieur Loubet. Qui est pour? Qui est contre? Alors, vous avez peut-être besoin de recompter. Il est adopté. Voilà. Nous passons maintenant à l'article additionnel après l'article 60, amendement numéro 215 de Monsieur Albertini. Alors, mes chers collègues, comme annoncé par le gouvernement, la programmation budgétaire pour 2025 ne comporte... Attendez. Ah non. Il faut appuyer sur le micro. Pardon. Voilà. Comme annoncé, disais-je, par le gouvernement, la programmation budgétaire pour 2025 ne comporte plus de crédits destinés à soutenir la gouvernance des pôles de compétitivité. Et cette mesure marque l'aboutissement d'une trajectoire dont nous avons échangé ce matin, ayant conduit à une mise en extinction progressive de la ligne de crédit d'intervention portée par l'action 23 du programme 134. Si une telle mesure s'inscrit dans le mouvement de régionalisation de la politique des pôles de compétitivité engagés depuis 2019 et en particulier au travers de la loi NOTRe, il importe que les pouvoirs publics veillent au bon fonctionnement des structures et la préservation du modèle économique des structures qui apportent une contribution importante de ce dispositif à la politique de soutien à l'innovation et à la compétitivité des entreprises. Dans cette optique, la demande d'un rapport au gouvernement vise à donner au Parlement les moyens de tirer les conséquences utiles pour l'efficacité de ce dispositif. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des interventions? Monsieur Nury. Oui, merci. Je comprends tout à fait la demande du rapporteur et on ne peut que souscrire à cela d'avoir une évaluation. Mais moi, je pense que ce temps béni des rapports, des études, des évaluations, il est terminé parce que derrière, c'est l'équivalent temps plein en termes de fonctionnaires. Donc, est-ce que c'est vraiment utile d'aller encore demander un rapport supplémentaire alors qu'ici, on passe notre vie à voter des demandes de rapport, d'en remettre un dans cette loi de finances? Je trouve ça un peu... Enfin, totalement, contradictoire avec l'urgence budgétaire qu'il y a aujourd'hui à essayer de réduire nos effectifs dans nos fonctionnaires et dans la fonction publique. Donc, j'ai du mal à comprendre sur le fond pourquoi est-ce qu'on demande une mission de plus et un rapport de plus. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Non,
pour des raisons différentes, je vais aller dans le sens de mon collègue. Faire un rapport pour demander aux gens qui font des rapports de la façon dont on va couper demain les moyens pour qu'ils puissent le faire me pose quand même un peu des questions. Je veux dire, effectivement, moi, je le disais tout à l'heure, sur ce sujet, j'aurais préféré qu'on ait un propos beaucoup plus direct et j'aurais peut-être dû déposer des amendements en ce sens-là pour maintenir les capacités et l'intervention de l'État, non seulement une présence dans le tour de table, mais aussi une présence financière. Je redis, c'est une initiative. Et quand même, souvent, on voit des dispositifs initiés par l'État dont les financements s'éteignent et on demande aux collectivités de prendre le relais et ça se rajoute à tout ce qui va se passer pour les collectivités dans ce budget. Donc il me semble que là, il aurait été plus utile et plus directement utile d'intervenir financièrement pour soutenir les pôles de compétitivité. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Monsieur le rapporteur. Oui, alors plusieurs choses aux différents propos. On ne se gargarise pas d'avis supplémentaires ou de rapports supplémentaires. Je pense que l'évaluation a toujours quelque chose de bon à condition qu'elle soit menée avec intelligence et respect. Deuxième élément, je ne peux pas préjuger du sens et de l'orientation du rapport qui serait donné. Donc déjà conclure que ça ne sert à rien, c'est un peu anticiper le sens du rapport. Sinon, aucun rapport est intéressant et je ne sais pas pourquoi on est là ce matin, à l'extrême limite. Donc, si on pousse le raisonnement à l'extrême, non, mais c'est pour juste démontrer la nécessité parfois de bien engager les choses au bon endroit. Dernier élément, il ne faut pas non plus, dans le cadre de l'efficacité de l'ensemble des fonctionnaires, chercher systématiquement une réduction du nombre de fonctionnaires. Il faut plutôt chercher leur rationalisation. Non, mais vous avez souvent à la bouche cette idée qu'il faut réduire, qu'il faut réduire, qu'il faut réduire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire de façon orientée, mais il ne faut pas servir de cheval de Troie pour systématiquement. Moi, la question que je pose aujourd'hui, c'est que malgré l'ensemble des auditions que nous avons pu envisager, je n'ai pas la solution et je suis bien modeste sur la question. Nous n'avons pas eu la solution idoine à vous proposer pour gérer une évolution de l'accompagnement de l'État en matière financière. Vous avez évoqué la possibilité, en ce qui vous concernait, mon cher collègue, d'éventuellement déposer des amendements que nous n'avons pas. J'aurais aimé avoir effectivement, dans ce sujet-là, il y en a plus dans 2 têtes ou dans 3 que dans une, et à ce niveau-là, nous proposer des orientations possibles qui respectent à la fois les réductions des charges budgétaires, qui respectent l'efficience et l'efficacité de l'ensemble des pôles de compétitivité et de leur organisation. Pour l'instant, je n'ai pas, et donc c'est pour ça que nous avons sollicité cet avis. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des interventions non, pardon, on passe au vote. Donc, sur l'amendement numéro 215 de Monsieur Albertini, qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Amendement numéro 216 de Monsieur Albertini. Alors, Madame la Présidente, mes chers collègues, le présent amendement vise à assurer la pertinence de la dotation budgétaire allouée à la Direction générale de la concurrence et de la consommation et de la répression des fraudes au-delà de l'exercice 2025. Ainsi que le démontrent les travaux de la Commission des affaires économiques, la Direction voit s'élargir depuis plusieurs années les champs de ses missions ainsi que des priorités et des objectifs qui lui assignent les pouvoirs publics. Alors que la DGCCRF s'apprête à formaliser la feuille de route qui structurera ses actions pour la période 2024-2027, il importe de garantir sa capacité à répondre aux grands enjeux que recèlent pour la vie quotidienne de nos compatriotes la protection et l'accompagnement des consommateurs, le respect du jeu de la concurrence et la loyauté des transactions. La demande d'un rapport au gouvernement doit permettre d'éclairer ces choix du Parlement quant à l'évolution des crédits concernés et consacrés au fonctionnement et aux activités de la direction. Merci. Est-ce qu'il y a des interventions? Oui, Monsieur Nury. Bon, c'est la même chose que tout à l'heure. Ah oui. Enfin, moi, je ne comprends pas qu'on n'arrête pas de voter des rapports, quoi. J'ai le sentiment que ces amendements, ils sont quasiment dictés par Bercy, quoi. Pour juste, en gros, s'auto-justifier sur le fait qu'il pourrait y avoir peut-être un jour des baisses d'effectifs dans cette grande administration. Donc là, c'est la même remarque que tout à l'heure. Je pense qu'on n'a pas besoin de ça. Merci. D'autres interventions? Bon, donc on passe au vote. Pardon, Oui, monsieur le rapporteur. Alors, je comprends la rhétorique et la constance de mon collègue sur le sujet. Vous conviendrez quand même que nous sommes des parlementaires libres sur un certain nombre de choix et que, en l'occurrence, ce n'est pas la plume de Bercy, en tout cas l'élément scriptural qui me permettrait d'établir mon rapport. Et ce que j'ai proposé, là encore, relève à la fois de la constatation de l'évolution des missions de la DGCCRF, l'intérêt des Français sur un certain nombre de protections. Vous l'avez évoqué, ma chère collègue, sur les éléments en matière de DGCCRF,
DGCCRF sur la consommation, la protection. Et donc, il me paraît important, plutôt qu'à la fois et systématiquement d'ajouter du crédit au crédit sur des exercices successifs, de s'interroger sur la pertinence des orientations. Et c'est pour ça que je sollicitais cet avis. Je vous remercie. Donc, on passe au vote sur cet amendement. Ah, pardon, Monsieur de Lépidon, je n'avais pas vu. Une suggestion, monsieur le rapporteur. Vous venez d'évoquer les problématiques des effectifs à la DGCCRF, donc organisme de contrôle. Nous avons la problématique des lois Egalim, qui aujourd'hui souffrent d'un manque de vérification. Je pense entre autres au contrat. Est-ce que vous ne trouvez pas que ce serait une bonne idée de transférer quelques fonctionnaires du ministère de l'Agriculture vers Bercy, justement pour renforcer l'équipe de contrôle de la loi Egalim? Je partage complètement votre point de vue, chers collègues, sur le sujet. C'est effectivement, mais là encore, c'est une question d'orientation. De la même façon, j'évoquais une thématique qui n'a pas recueilli beaucoup d'échos ce matin sur les problématiques pluriannuelles des fonctionnaires, en tout cas de recrutement des fonctionnaires. On fait souvent du coup par coup. Quand on nous a expliqué un certain nombre de mécanismes qui consistent à dire que lorsque le recrutement n'est pas réalisé, il tombe alors que la mission existe. Et surtout, dans un certain nombre de sujets, on constate que des missions viennent se surajouter à des missions antérieures qui devraient s'éteindre, et pour autant, on n'a pas l'efficience d'un certain nombre d'actions. Donc c'est là-dessus que je proposais cette évolution, et en termes d'efficience et d'efficacité, je vous rejoins pleinement. Je vous remercie. Donc, on peut passer au vote sur l'amendement numéro 216 de Monsieur Albertini. Qui est pour? Qui est contre? Il est donc adopté. Il nous faut procéder maintenant à un vote sur cette mission économie dans le cadre de l'avis rendu par notre commission sur les crédits pour 2025. J'invite d'abord le rapporteur à nous rappeler son avis sur les crédits qui entrent dans le champ de l'avis budgétaire relatif aux entreprises. Monsieur le rapporteur. C'est un avis favorable, Madame la Présidente. Donc, nous passons maintenant au vote sur les crédits de la mission. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. La commission émet donc un avis favorable sur les crédits de la mission économie dans le cadre du projet de loi de finances 2025. Je vous remercie. Donc, nous nous retrouvons à 11 h pour l'audition de la présidente de Sanofi France. À tout à l'heure.